Les Québécois auront donc un nouveau leader en la personne de René Lévesque, tout comme leurs voisins américains qui, 13 jours plus tôt, et à la surprise générale aussi, ont élu Jimmy Carter à la présidence. La France, elle, en ce 15 novembre 1976, est en deuil. Un monstre sacré de son cinéma, Jean Gabin, a été foudroyé par une crise cardiaque. L'autre grand de ce monde dont il est question en cette mi-novembre, c'est le prince Charles d'Angleterre qui fête ses 28 ans dans le célibat au grand désespoir de ses sujets qui lui cherchent une fiancée dans toutes les monarchies européennes. Le bon prince, semble-t-il, a l'embarras du choix, tout comme ses sujets québécois l'ont en ce jour d'élection, la 31e en 109 ans de confédération. Cette victoire péquiste, c'est pour une bonne part la victoire d'un homme dont l'aventure politique remonte à la veille des élections de 1960, moment où le chef du Parti libéral du Québec, Jean Lesage, a recruté le journaliste vedette de l'émission Point de mire. René Lévesque est né le 24 août 1922 à New Carlisle, en Gaspésie. À 20 ans, il devient speaker à la radio de Radio-Canada à Québec. Puis il est enrôlé par l'armée américaine à titre de correspondant de guerre en vue du débarquement de Normandie. Ce départ pour l'étranger mettra un terme définitif à ses études de droit. Il sera journaliste. Il fait ses débuts à la télévision en remplacement de Judy Jasmin à l'émission Conférence de presse. Puis ce sera la première émission de Point de mire, une émission qu'il a lui-même proposée. La fameuse grève des réalisateurs de Radio-Canada, déclenchée à l'automne 1958, éveillera le nationaliste qui dormait en lui. Aux élections provinciales du 22 juin 1960, il sera candidat du Parti libéral dans le comté montréalais de Laurier. Dès son élection, il est nommé ministre des Ressources naturelles et des Travaux publics. Après la victoire du 22 juin 1960, très rapidement, René Lévesque prend beaucoup de place, tant au sein du gouvernement que du parti. Ce brillant artisan de la Révolution tranquille s'illustre lors de la campagne électorale de 1962. Le débat porte sur la nationalisation de l'électricité et le ministre des Ressources naturelles le domine de façon très nette. Plus tard, à la surprise générale, le gouvernement des Jean Lesage, Paul Gérin-Lajoie et René Lévesque est défait. Il y a M. René Lévesque qui, à ce moment-là, entre dans une période de réflexion. Souvent, c'est pas dit, mais dès le départ avec lui, là, dès l'automne 1966, il y a du monde comme Paul Gérin-Lajoie, Pierre Laporte, Yves Michaud. Ce sont des gens du Parti libéral qui l'accompagnent. Robert Bourassa va l'accompagner dans sa démarche, dans sa réflexion. Mais, comment dire, lentement, tout ce monde-là le quitte. Parce que plus ça va, plus Lévesque s'en va vers la souveraineté association. En juillet 1967, il y a le général de Gaulle qui passe au Québec, qui crie évidemment son « Vive le Québec libre », bon, qui crée un espèce de climat politique très nationaliste, une polarisation. Et il y a un député qui a été le premier député indépendantiste à l'Assemblée nationale, oui, François Aquin. En fait, François Aquin était un député libéral qui a démissionné quand De Gaulle a crié « Vive le Québec libre ». Aquin a senti le besoin de démissionner immédiatement et là, il va devenir, ce faisant, le premier député indépendantiste à siéger à l'Assemblée nationale. Et René Lévesque, finalement, dans ce contexte de cet été bouillonnant de 1967, il écrit un manifeste avec ceux qu'on appellera les pionniers du Parti québécois ou du mouvement Souveraineté et Association, la première appellation du Parti québécois, des gens comme Marc Brière, Jean-Roch Boivin. C'était des libéraux un peu marginaux, c'est-à-dire que c'est nous qui avons soulevé la question de financement des partis, l'élection du chef au scrutin secret, ce qui n'a pas été accordé, toutes sortes de questions de même un peu à la mode dans la Révolution tranquille, mais qui étaient difficiles à rentrer dans un parti traditionnel. Mais Lévesque, lui, voudrait leur proposer plus d'audace encore sur le plan politique. Et la rumeur veut, dès septembre, par exemple, qu'il va arriver avec un manifeste, un manifeste proposant la souveraineté association. M. Lévesque a été très marqué, vous savez, comme ministre, a été très marqué par la somme incroyable d'énergie perdue à les tractations fédérales provinciales, puis les dédoublements, puis etc., etc. Puis il trouvait qu'une petite société comme nous ne pouvait pas se permettre cette perte d'énergie, cette perte de temps à des combats, finalement, presque bureaucratiques,
alors qu'on devrait consacrer nos énergies à faire nos affaires nous-mêmes. Il se met à la rédaction d'un livre qu'il va appeler Option Québec, qui va être un best-seller, d'ailleurs, hein, un livre qui est lancé en janvier aux Éditions de l'Homme. Il va en vendre 60 000 copies très, très, très rapidement. Il y a un congrès libéral qui s'en vient en octobre. Et peut-être naïf, ou peut-être était-ce une occasion de se servir du congrès comme tremplin pour lancer une nouvelle option. Il se dit, moi, je vais présenter ça au congrès du Parti libéral en essayant de la faire adopter. Évidemment, c'était purement, quand on sait qui est le Parti libéral, les longs liens, la longue tradition de fédéralistes, c'était un petit peu rêvé en couleur. M. Lévesque pensait, moi je trouve que c'est un peu idéaliste, mais pensait qu'on allait discuter quand même de cette résolution-là, de discuter de bonne foi sur le plancher du Congrès. Alors que c'était une fin de non-recevoir, tout simplement. C'est pas trop surprenant. Un parti fédéraliste ne pouvait pas discuter, peut-être, de façon très, très ouverte et très démocratique, la résolution qui prônait un État souverain. Alors, il la présente au Congrès d'octobre. Évidemment, elle est refusée. Il se fait vraiment, là, comme on dit, bouter dehors du Parti libéral, puis c'est d'une façon très féroce. Et en même temps, c'est une espèce d'exorcisme pour le Parti libéral parce que René Lévesque, pendant les dernières années, en a mené large et a irrité beaucoup de monde. Il s'est fait beaucoup d'ennemis, etc. Mais il quitte avec, justement, ce qu'on va appeler les libéraux nationalistes, c'est-à-dire la frange la plus nationaliste du Parti libéral québécois, vont le suivre. Pas beaucoup, mais il y a quand même une petite chapelle autour de lui. Là. Il n'y a pas une forte armée qui est sortie avec M. Lévesque, je veux dire, physiquement présent au Congrès. C'était 20, 25, peut-être 30 maximum. Ce soir-là, M. Lévesque donne une conférence de presse à l'Hôtel Victoria. Et assis en arrière de la salle, il y avait M. Claude Ryan. Fait que moi, je suis allé m'asseoir en arrière avec M. Ryan. Puis M. Ryan, il dit... moi, je suis un observateur de la scène québécoise, puis j'ai observé beaucoup de choses, mais j'ai été complètement pris par surprise par la montée rapide du nationalisme au Québec à ce point-là. Un mouvement indépendantiste comme tel, il y avait eu dans l'histoire du Québec des petites vagues, mais très limitées, très réservées à quelques élites. Jules-Paul Tardivet, un ultramontain avec La Vérité, était en faveur, son journal, là, était en faveur d'un Québec libre, mais c'était pour en faire un Québec catholique. Heureusement que ça n'a jamais marché. Le chanoine Groulx, dans les années 20, dans les années 30, a flirté un peu avec cette idée d'une Laurencie francophone. Encore une fois, c'était plutôt dans un contexte un peu de droite, de corporatisme. Donc, de l'entrée du Québec dans la Confédération, en fait, depuis l'échec des Patriotes de 37-38 jusqu'à la Révolution tranquille, l'idée d'indépendance du Québec est extrêmement marginale. La Révolution tranquille, par ses thèmes, va évidemment donner de l'eau au moulin de la question du nationalisme. Un petit groupe apparaît, plus sérieux, le RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, en 60. Ça reste un petit groupe pour les étudiants, les intellectuels, les journalistes. Quand un des membres, Marcel Chaput, va vouloir transformer ça en parti politique, on va dire « t'es fou, ça n'a pas de bon sens, on n'est pas mûr au Québec pour avoir un parti politique indépendantiste ». Probablement que la question devient plus importante lors de l'élection de 62, justement. L'élection, le thème « être maître chez nous », ça s'arrête où, être maître chez nous? C'est sûr que c'était autour de la nationalisation de l'électricité, mais ça a ouvert des portes, des vannes de façon incroyable. Alors, un homme comme René Lévesque, avec sa proposition de souveraineté association en 67, va devenir quelqu'un qui va donner au mouvement une plus grande crédibilité, puis il va faire avancer ça d'un cran, définitivement. Et la période 67-70 vient canaliser beaucoup d'espoir. Et là, l'évêque arrive avec un manifeste qui dit, bon, maintenant, moi, je pense que l'avenir du Québec, c'est la souveraineté. Je suis indépendantiste. Que va-t-il devenir? Va-t-il fonder un parti politique? On ne le sait pas. Bon. Mais déjà, il y a beaucoup de Québécois, de Québécoises qui cherchent à l'approcher, hein? Qui vont lui dire qu'ils seraient prêts à prendre une carte de membre pour un mouvement politique, un parti politique. Et l'évêque est toujours entouré de son, de son noyau d'anciens libéraux, Jean-Roch Boivin, Rosaire Beaulé, Marc Brière, l'avocat Guy Pouliot, un gars de Québec. Et ils entourent l'évêque et ils disent à l'évêque, mais
Oui, nous formons déjà un mouvement qu'on peut facilement appeler le mouvement Souveraineté Association, ma foi. On a fondé les MSA. C'est rien qu'un mouvement, c'est un mouvement Souveraineté Association. À notre grande surprise, je pense qu'on a eu, genre comme, j'essaie de trouver les chiffres, là, 5000 demandes d'adhésion. Fait que là, on a commencé à émettre des cartes MSA, mais on savait que c'était temporaire, c'était pour évoluer d'autres choses. Mais quand on a vu ça, l'élément qui afflue, puis l'élément qui afflue, puis tu peux pas demeurer un mouvement. Tu t'en vas chez vous, bien, tu fondes un parti politique. Ce que nos vieux partis, trop souvent, ont tout fait et font encore tout ce qu'ils peuvent pour devenir aussi absolument incroyables. Et ils achèvent ces partis. Assez évidemment. Au printemps de 1968, M. Lévesque, son groupe d'amis, de copains, convoque une rencontre chez les Dominicains, chemin de la Côte-Sainte-Catherine à Montréal, pour réfléchir sur ce que serait, par exemple, le contenu d'un programme d'un parti politique. Dès le départ, on va parler de la langue. Et il y a un député, François Aquin, et il se fait vraiment le partisan d'un unilinguisme français. Pour la première fois, M. Lévesque va procéder à ce qu'on va appeler un rené-random, c'est-à-dire qu'il met sa tête en jeu, il va dire aux gens, bien écoutez, si vous acceptez la position d'Aquin, moi je quitte. Je rentre chez moi. Il va faire le coup à quelques reprises après coup. Mais l'unilinguisme proposé par François Aquin va être rejeté. Bon. Il y a Gilles Grégoire qui préside le Ralliement national, un parti créditiste qui, lui, déjà approche M. Lévesque pour dire, écoutez, si vous allez jusqu'à la formation d'un parti politique, indépendantiste, souverainiste, nous, on est prêts à se démembrer, à disparaître au profit de ce que serait ce parti-là éventuellement. Le mouvement Souveraineté Association entreprend des négociations avec le Rassemblement pour l'indépendance nationale, le parti de Pierre Bourgault qui déjà perd des partisans au profit d'un éventuel nouveau parti dont on annoncera la création à l'automne de 1968. Cette formation franchement souverainiste s'appellera le Parti québécois. Vraiment, c'est un parti qui a le vent dans les voiles. Hein? On va vendre vite, 10 000 cartes de membres à 3, 4, 5 $. Et ça démarre. M. Lévesque est tout seul de son parti, hein, tout à fait nouveau. Il va y avoir M. Jérôme Proulx, qui était député de l'Union nationale, qui va quitter l'Union nationale pour, faire corps avec M. Lévesque pour s'opposer au Bill 63. Il va y avoir M. Yves Michaud, qui avait roulé un bout de temps avec M. Lévesque à l'époque du Parti libéral, qui va quitter le Parti libéral pour faire corps avec M. Lévesque. Et ils vont se retrouver, 4 ou 5, dans ce qu'on va appeler une opposition circonstancielle au projet de loi 63. La loi 63 consacre le principe du libre choix en matière de langue d'enseignement tout en proposant des mesures incitatives pour promouvoir l'usage du français dans la société québécoise. Avec René Lévesque, qui est quand même un politicien qui a fait ses classes, qui a fait ses preuves, qui a été ministre dans un cabinet libéral, qui a connu le pouvoir, qui est une espèce de déjà un mythe pour les Québécois, qui a été à la télévision une grande vedette. Donc c'est un moteur très puissant qui se met au service de la cause de l'indépendance. C'est vraiment nouveau comme contexte. Il y a, à partir de 68, maintenant, un véhicule beaucoup plus crédible, plus au centre politiquement, moins radical en termes de type d'action, qui est donc viable, possible. Pour la première fois, certains peuvent penser que ça devient une option sérieuse de changement de gouvernement politique. Il y a 69, 70 des ralliements, comme Jacques Parizeau. Le Parti québécois, donc, à sa naissance, qui se situe dans un contexte d'effervescence nationaliste, semble avoir le vent dans les voiles. La première courte période de son histoire, 68-70, c'est une période assez euphorique. C'est l'euphorie des débuts. On pense vraiment là, que ça y est, avec René Lévesque, avec des ralliements, avec un véhicule, qu'on va pouvoir prendre le pouvoir et faire l'indépendance du Québec assez rapidement. Le 12 mars 1970,
Le premier ministre Jean-Jacques Bertrand annonce la tenue d'élections le 29 avril suivant. Quand j'ai appris que Jean-Jacques Bertrand venait d'émettre les brefs puis qu'on s'en allait en élection, j'ai été mobilisé de la tête aux pieds, et le cœur en particulier, parce que j'avais déjà choisi, vu mon élection à l'exécutif du Parti québécois, d'être candidat à l'élection. Je me dirigeais vers un comté du centre de Montréal, où les militants me réclamaient, où, honnêtement, je n'aurais pas eu beaucoup de chance d'être élu en 1970. Ce sont les militants de Saint-Jacques, dont un des chefs de quartier s'appelait Pierre Bourque et travaillait au Jardin botanique de Montréal. Je me souviens de lui et d'une dizaine d'autres qui sont venus à la permanence du Parti québécois pour dire « Nous avons un bon comté ». C'est le comté de Jean Cournoyer, qui était ministre du Travail à l'époque pour l'Union nationale, mais c'est un comté fait sur mesure pour l'idéologie du Parti québécois. La course à la victoire se fait à plusieurs joueurs. Il y a d'abord Jean-Jacques Bertrand, le chef de l'Union nationale, puis Robert Bourassa, un jeune homme de 37 ans qui dirige le Parti libéral, puis Camille Sanson qui a pris la tête du Parti créditiste, et enfin le Parti québécois de René Lévesque. Rappelons cependant qu'à cette époque, si on vote pour le Parti québécois, on vote pour le début du processus d'indépendance du Québec. Les deux vont de soi. Mais Jean-Jacques Bertrand a eu le malheur d'adopter une loi qui s'appelait la loi 63 sur la langue, qui a divisé complètement les Québécois entre eux. Et donc, l'Union nationale devient très vite, durant cette élection-là, le troisième joueur. Le PQ passe au deuxième rang derrière les libéraux, mais il n'a fait élire que 7 députés. Bien sûr, c'est une grosse déception. L'élection de 70, c'est une claque en pleine face. C'est un rappel à la réalité. L'évêque n'est pas élu dans son comté. Ils ne font élire que 7 députés. Ils ne sont même pas l'opposition officielle, même s'ils sont en deuxième en chiffre absolu. C'est difficile. Et c'est drôle, hein, mais c'est probablement l'âge, la naïveté, mais dès le moment où j'ai été choisi, je pense le 19 mars, candidat officiel du Parti québécois pour l'élection du 29 avril 70, j'étais certain de gagner. En rentrant au Centre Paul-Sauvé, qui était notre lieu traditionnel de meeting, j'ai appris la défaite de l'évêque dans Laurier. Et là, le choc a été terrible parce que j'avais jamais pensé me retrouver à Québec sans mon chef. Si moi je gagnais, c'était évident que l'évêque gagnait. Là, et là, je réalise tout à coup qu'il ne serait pas là et que c'était terrible. Moi, je dirais qu'en 70, le Parti québécois a vraiment pris les affaires en main. C'était la première fois qu'il y avait 7 députés indépendantistes vraiment élus comme tels. Et ils y ont mis le paquet pour se faire valoir. Et le PQ, très vite, dans la période 70-73, va s'imposer. Même s'il n'a pas la majorité des députés, l'Union nationale a quand même plus de députés que lui. Il va s'imposer comme la vraie opposition. René Lévesque deviendra journaliste pour gagner sa vie. Bien, il était déjà, mais il va se trouver une job comme journaliste comme tel. En 1970, lors de la crise d'octobre, on a senti que les autorités fédérales tentaient, de façon subliminale peut-être, mais d'associer le mouvement nationaliste et le PQ avec le FLQ. Nous avons pris des positions fondamentales. Et tout d'abord, comme tous le savent, nous trouvons tout à fait intolérable cette exécution barbare de M. Laporte par des gens qui n'ont rien d'humain, qui ne représentent pas le Québec. Nous avons, comme toute société civilisée, notre part de terroristes, actifs ou non, mais ils ne représentent pas le Québec. S'ils étaient représentatifs de quoi que ce soit au Québec, je partirais d'ici vite et pour ne plus revenir. Puis M. Lévesque, je pense, a eu le bon instinct de se démarquer. Il ne l'a pas fait seulement, cependant, pour des raisons électorales. Il était profondément, M. Lévesque était un homme contre la violence. Il a été très, très dur dans ses propos contre les felkistes. Certains lui reprochent d'avoir été trop dur, mais il le pensait sincèrement. Et en 73, Robert Bourassa, pour toutes sortes de raisons, avance l'échéance, fait une élection. Et là, évidemment, c'est le balayage des 102 députés de Robert Bourassa, là, vraiment un balayage libéral from coast to coast. Là, c'est la catastrophe. Moi, je me souviens du lendemain matin de cette élection.
La première page de la presse avait une photo géante, des plus tristes que j'ai vues, de Camille Lorrain qui était défait dans Bourget. L'évêque battu à nouveau, dans Dorion cette fois, et Camille qui s'accrochait littéralement au cou de l'évêque qui pleurait. Et ça disait... Moi, le lendemain matin, là, je voulais pas y aller à Québec. Je voulais pas y aller. Les élections de 73 marquent la mort de l'Union nationale. Il faut dire que le Parti québécois a comme récupéré vraiment l'essentiel du vote nationaliste progressiste. Ceux qui trouvaient que ça allait trop loin au plan de l'indépendance peuvent toujours rester avec le Parti libéral, qui, en 73, est plutôt centre-droit. Contrairement à ce que les gens ont pensé, en 73, M. Lévesque était très triste au plan personnel et au plan de ses candidats défaits, mais il était bien conscient qu'il y avait quand même 30 des voix. Alors, c'est une progression assez phénoménale. Quand vous venez de fonder un parti, vous êtes rendu à la deuxième élection, vous avez 30 des voix. Le Parti québécois, il a le titre merveilleux de l'opposition officielle maintenant. Le leader de l'opposition officielle. Mais honnêtement, là, de 73 à 76, l'Assemblée législative du Québec n'est plus représentative vraiment des débats. 102 libéraux, 6 péquistes. C'est ça, plus 2 indépendants. C'est ça, notre portrait politique. On se retrouve avec une opposition très faible numériquement, mais qui sera par contre très forte en termes de qualité et de présence à l'Assemblée nationale. Et on se rendra compte qu'avoir 102 députés sur 110, c'est pas nécessairement une bonne chose. Je pense qu'on a bouleversé, transformé, révolutionné le parlementarisme québécois par notre désir et par notre force de travail. Je dirais que ça a été une opposition très efficace, une opposition qui semblait condamnée à ne pouvoir rien faire étant donné le faible nombre de ses députés. Mais la faiblesse numérique de l'opposition s'est avérée à l'époque un grand actif. Ce Parlement de Québec n'avait jamais eu de débat de cette hauteur que nous amenions. On cherchait ce que la Suède faisait sur l'environnement, ce que le régime d'assurance maladie, parce qu'on en a débattu dès 70, était en Grande-Bretagne. On le comparait à celui du Danemark. On proposait des solutions pour le Québec. Ils ont pu, à 6 ou 7, faire un travail qui aurait été impossible dans un caucus de 40 députés. Il n'y avait pas trop de discussions à faire. On arrivait vite à des conclusions. Chacun disposait d'une très grande liberté. Là, on n'est pas juste des gens qui savent comment ça se passe ailleurs, qui proposent une modernisation du Québec sur tous les plans. On sait profiter des maladresses de l'adversaire. Et il y en a plusieurs. Non seulement maladresses, mais scandales. Un affrontement du gouvernement avec le Front commun mène à l'emprisonnement des chefs des 3 grandes centrales syndicales du Québec, du jamais vu en Amérique du Nord. Sur le front linguistique, le gouvernement de Robert Bourassa accouche de la loi 22 qui lui met à dos la minorité anglophone et ne réussit pas à séduire les nationalistes francophones. Bien que faisant du français la langue officielle du Québec, la loi impose des tests linguistiques qui seront vite décriés tant par les anglophones et les francophones que par les immigrants. C'est du millage. Parce que les gens disaient, ces maudits députés du Parti québécois, là, sont 1/6, mais ils couvrent toutes les régions. Ils couvrent toutes les questions. Et le parti nous alimentait. Les associations du parti nous envoyaient « Soulevez donc la question de la pêche à Carleton, soulevez donc la question des mines en Abitibi, soulevez donc la fermeture de telle usine au Saguenay-Lac-Saint-Jean. » Et c'est ce que nous faisions. Et on capitalisait là, du 100 % là-dessus. Et là, René Lévesque, pendant cette période-là, entre 73 et 76, va songer à se retirer, à démissionner. Il est vraiment déprimé. Il pense qu'il a perdu la main, que, bon, un leader, il faut qu'il se sente aimé du peuple. Et bon, il digère mal d'avoir été battu 2 fois, lui. Donc, il tombe en amour, d'ailleurs, à ce moment-là aussi. Donc, sa vie, il s'en est fallu de peu, à un moment donné, pour qu'il démissionne vraiment. M. Lévesque était plus un homme de pouvoir qu'un homme d'opposition. L'opposition en Chambre, ça le déplaisait assez. Parce qu'il trouvait que c'était un peu stérile. Il y a des conditions matérielles aussi qu'on est trop pudique pour parler. Hein? Il n'y avait presque pas d'argent.
meublé très, très sommairement dans son appartement. Puis il me dit, vous savez, il dit, ça coûte trop cher en termes personnels. Après avoir lancé un parti comme ça, d'avoir attiré du monde avec lui, drainer des gens, il y avait presque, c'était son devoir, si vous voulez, sacré de continuer malgré tout. Et pour René Lévesque, le mot devoir, c'est important. C'est un gars pour qui le mot devoir avait un sens. Donc, il est resté finalement. Et là, on se dirige de 73, 74, 75. C'est une période très troublée de l'histoire du Québec. Ce qui est scandaleux, c'est le climat d'administration de son gouvernement. Il y a à l'intérieur du Parti québécois des débats importants sur le trait d'union. Quand on dit, et c'est le projet de René Lévesque, souveraineté et association. C'est-tu et association ou association? Est-ce que la souveraineté est première? Et pour René Lévesque, dans son esprit, dès le point de départ, l'association est aussi importante que la souveraineté. Ces deux frères jumeaux, ça va ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Claude Morin, qui s'est rallié, c'est celui qui avait bâti le ministère des Relations intergouvernementales dans les années 60. Claude Morin, qui s'est rallié au Parti québécois, lui va reposer quelque chose de plus grave pour les nationalistes purs et radicaux, ce qu'on appellera l'étapisme, c'est-à-dire de séparer le début du processus d'enclenchement de l'indépendance du Québec de l'élection comme telle. Donc, voter oui au Parti québécois ne veut pas dire voter oui au déclenchement de l'indépendance politique le lendemain matin. Alors, Robert Bourassa se présente devant l'électorat avec une image d'un chef un peu amoché. C'est plus le jeune Robert Bourassa de 1970, le jeune économiste qui arrivait avec un discours nouveau, un discours économique, les mains propres. Et en plus, la situation économique aussi est très mauvaise. L'État est endetté, le chômage est élevé. Cette fois, l'affrontement met en présence, outre le Parti libéral et le Parti québécois, le Parti créditiste de Camille Sanson, l'Union nationale de Rodrigue Biron et un nouveau venu fondé par l'ancien ministre libéral Jérôme Choquette. Ce Parti national populaire disparaîtra au lendemain de l'élection. Mais Robert Bourassa espère gagner encore parce qu'il a pour seul adversaire les séparatistes, comme il dit dans son langage. Donc, pour lui, il est convaincu que les Québécois sont trop modérés, sont trop conservateurs. Ils n'iront pas au pouvoir, jamais ils iront au pouvoir un parti indépendantiste qui propose la sécession du Québec. Il a voulu prendre de court le Parti québécois, qui sortait à peine de ses transformations ou de ses discussions internes sur, entre autres, la question du référendum, de l'étapisme. Et il est allé en élection plus vite qu'il en avait besoin, plus vite que prévu. Tout de suite après les Jeux olympiques, je ne pensais pas qu'on irait en élection. Ça avait été tellement terrible, les Jeux olympiques. C'était tellement gênant de recevoir le monde entier dans un chantier, alors que les grues étaient encore sur le trognon du mât. Le mât n'avait même pas été élevé. Puis il y avait tout la séco, puis tous les scandales. Je me doutais pas que lui, ce qui le pressait, c'est qu'il se disait ça va être encore pire dans un an. Mais moi, je me disais, il ne peut pas aller en élection maintenant. Aujourd'hui, comment nous appartient à partir d'aujourd'hui, si vraiment on y tient. Oui à l'équipe du Québec. Des gens d'action au service des Québécois autour d'un vrai chef. On a besoin d'un vrai gouvernement. Le Parti québécois. Le Parti des Québécois. C'est vraiment la guerre ouverte parce que les sondages, finalement, pour la première fois, là, vraiment, on voit qu'il y a une possibilité que ce parti-là, le Parti québécois, se retrouve au pouvoir. Et on sent qu'il y a une perte de contrôle qu'ils essaient de camoufler au sein du Parti libéral, de l'organisation, de la machine, mais qui est visible. Il y a une panique. En plein milieu de la campagne, Robert Bourassa s'engage à apporter des amendements à la loi 22 afin d'atténuer la portée de certaines de ses dispositions. Ce bon vieux bon sens normand! Et dans les derniers jours, je me souviens d'avoir vu M. Bourassa lancer des appels à M. Lévesque pour qu'il le rencontre dans un débat public à la radio. Pendant 3 ou 4 jours, les 3-4 derniers jours de la campagne, partout, M. Bourassa martèle ce message-là. Monsieur Lévesque, vous avez peur de venir me rencontrer, de débattre de votre projet. Vous allez conduire le Canada, le Québec à la faillite et tout ça. Et monsieur Lévesque le laisse aller, évidemment, ne relève pas le gant d'aucune façon. Je pense que, de manière générale, tout le monde disait
peu importe leur tendance politique, on en a assez. Et où on voulait donner une leçon à M. Bourassa, dans le fond, il va être réélu, mais avec une majorité tellement réduite que là, il va faire attention, il va se conduire autrement. L'incompétence dans l'éducation, dans la santé, le chômage, le patronage, le gaspillage, la corruption généralisée du gouvernement Bourassa. Oh, ça ne peut plus continuer comme ça. Il est grand temps de faire le ménage. On a besoin d'un vrai gouvernement. Le Parti québécois. Le Parti des Québécois. Les gens disaient toujours, oui, on aime bien le PQ, mais ça ferait un bon parti d'opposition. Mais personne ne voyait le PQ au pouvoir. Il y avait une espèce de peur encore qui traînait dans les comtés, là, surtout les comtés ruraux, les petites villes, etc. Du côté du Parti québécois, on laisse temporairement de côté le projet souverainiste en promettant d'abord et avant tout un bon gouvernement. Dans les pages du Devoir, Claude Ryan, l'éditorialiste le plus influent de l'époque, se rallie au parti de René Lévesque. Je trouvais que tant au point de vue du programme qu'au point de vue de la force des équipes en présence, puis aussi du leadership, que l'avènement du Parti québécois au pouvoir apporterait un renouveau dans la vie publique québécoise qui était devenue nécessaire. Le Parti québécois avait moins d'argent, mais le Parti québécois avait vraiment un membership, avait vraiment des membres qui vraiment faisaient par les assemblées de cuisine, par toutes sortes de manières. Alors, sur le terrain, les péquistes sont très présents. L'acquisition dans notre équipe de Lise Payette était un phénomène populaire que j'ai pu vivre avec elle lors de quelques assemblées, qui rendait public joyeux. Vraiment, il n'y a eu rien de comparable, je pense, dans l'histoire du Québec que cette marche de 1976 vers la prise du pouvoir par le Parti québécois. À quelle adresse? Donc, au matin du 15 novembre, je sais que j'ai une journée assez spéciale devant moi. Je sais que je vais gagner, que je vais être élu. Mais combien serons-nous dans l'opposition? Parce que dans ma tête, je m'en retournais encore dans l'opposition, même ce matin-là. Il y avait neigé un peu le matin, ça a arrêté de neiger dans la journée. Et puis, on s'est rendu à la fin du scrutin à attendre le vote, le résultat du vote. On raconte, et l'histoire est bien établie là-dessus, que M. Lévesque, à 7 heures le soir, le 15 novembre, n'a pas encore rédigé de discours de la victoire. Il n'a qu'un discours de défaite. Il est convaincu qu'il sera lui-même élu à l'Assemblée nationale, ce qu'il n'a pas réussi à réaliser en 70 et en 73. On s'attend à ce que peut-être 40, 45 sièges pour le Parti québécois. Radio-Canada, à 8h40, prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire. Alors, je répète, à 8h40, Radio-Canada prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que le Parti québécois formera un gouvernement majoritaire, c'est-à-dire qu'il aura au moins 56 des 110 députés à l'Assemblée nationale. Le Parti québécois, avec seulement 40 des voix, fait élire 71 députés contre 26 pour les libéraux. L'Union nationale renaît pour un temps grâce à la victoire de 11 de ses candidats. Le gouvernement libéral est littéralement décimé. Au quartier général du parti, on a vite senti que le vent tournait. En fin de soirée, Robert Bourassa admet sa défaite. Il paraît très clair, du moins sur le plan des comtés. Je félicite M. Lévesque de sa victoire dans son comté et j'espère que nous pourrons continuer comme parti dans le rôle de l'opposition que nous occuperons à travailler d'une façon positive pour la société québécoise. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. Ce soir-là, vraiment, moi, je pense que c'est un genre de date, là, ou de moment où on dit qu'un peuple, dans une euphorie particulière, dans un contexte particulier, a une espèce un moment de lucidité ou de courage, et il ose finalement de faire des choses absolument qu'on n'aurait pas prévues.
On n'est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. Quelque chose comme un grand peuple. Il aurait hésité à employer l'affirmation catégorique de crainte que ça monte à la tête et que ça fasse croire qu'on était supérieur aux autres, ce qui n'est jamais le cas, ce qui ne sera jamais le cas. Mais à tout le moins, pour un Québécois, de se dire qu'il n'est pas moins qu'un autre, c'est déjà une grande libération. On a vraiment l'impression, quand on relit tous les journaux de l'époque, on regarde la télévision, etc., c'est vraiment là, comme une espèce d'union sacrée des Québécois autour du Parti québécois ou autour d'une figure symbolique, mythique déjà, René Lévesque. Tous et chacun des engagements que nous avons pris. C'était l'euphorie totale dans mon cœur, pour commencer, dans mes yeux, parce que tout ce que je voyais était des mines réjouies, des gens qui riaient, des gens qui s'embrassaient. J'espère que vous allez me croire, là. J'ai senti presque physiquement l'acceptation de la fonction par M. Lévesque. Et d'ailleurs, le soir, lorsque la victoire devient évidente, il appelle Michel Carpentier, qui est son organisateur et son homme de confiance depuis quelques années, puis il lui dit, « M. Carpentier, je pense que ça va être difficile. » Alors, il lui dit, « Pourquoi? » On n'est pas prêt à exercer le pouvoir. Là, il y avait une espèce de doute en lui. Mais évidemment, il y a quand même du bon bois pour faire son cabinet. Il y a toutes sortes de monde brillant autour de lui. Il faut dire qu'il y a une équipe terrible, dans le sens d'une équipe fantastique en 1976. Ça nous fait penser un peu à l'équipe du Tonnerre. René Lévesque est allé chercher des personnalités importantes de tous les milieux politiques, artistiques, intellectuels, de l'éducation. Et il a bâti une équipe qui, effectivement, donne vraiment aux Québécois l'impression qu'on a une possibilité d'un gouvernement, d'un changement politique majeur. J'ai trouvé qu'il avait changé aussi. M. Lévesque était toujours en retard, de façon impardonnable. 2 heures en retard, 1 heure en retard. Il est devenu premier ministre, il était à l'heure. Il était à l'heure. Et il se fâchait contre ceux qui étaient en retard à ce Conseil des ministres. Dès le lendemain matin, j'en ai parlé avec Lévesque de notre première rencontre qui a suivi. Je regardais les gens qui attendaient l'autobus. Et là où j'en voyais 5 en ligne à attendre que la 15 à rue Sainte-Catherine arrive, je me disais, 3 de ces 5 personnes-là ne veulent pas de moi au pouvoir. Alors, à ce moment-là, ça indiquait tout de suite le genre de pouvoir que nous allions exercer. C'est la première fois dans l'histoire qu'un gouvernement qui prône la sécession est au pouvoir. C'est vraiment très révolutionnaire comme situation. C'était même inimaginable pour beaucoup de gens, pour les fédéraux qui n'ont pas vu venir ça, pour les cercles d'affaires non plus. Il faut se rappeler, le lendemain de l'élection, il y a eu une caricature qui est devenue célèbre de la part de Aislinn dans la Gazette. C'était M. Lévesque avec sa cigarette habituelle et l'expression « Take a Valium », prenez un Valium. Alors, dans 2 mots, pour une grande partie de la communauté de langue anglaise, c'était la panique. Et finalement, comme vous savez très bien, il y a eu un exode énorme dans les années qui ont immédiatement suivi. Et moi, j'ai l'impression que les gens qui ont quitté, en général, ce sont des gens qui se sont perçus surtout comme des Canadiens et qui ont vu l'avenir du Québec sous un gouvernement René Lévesque ou sous un gouvernement indépendantiste comme étant dans une espèce de pays en pratique qui ne faisait plus partie réelle du Canada. Et ces gens-là voulaient vraiment rester Canadiens. Comme historien, moi, je dis 76, là, l'élection du Parti québécois, c'est on renoue avec la Révolution tranquille du début des années 60. Là, on renoue avec cet esprit de changement, de réforme politique. Et c'est, à partir de 76, un certain nombre de grands chantiers qui vont se réouvrir au Québec sur le plan politique. Le gouvernement péquiste adoptera plusieurs lois marquantes, dont la toute première qui s'appellera la Charte de la langue française. Suivront les lois sur la protection des terres agricoles, la nationalisation de l'amiante, la santé et la sécurité au travail. Il crée la Régie de l'assurance automobile, l'aide juridique et il procède à une réforme du Code du travail. Mais la loi à laquelle René Lévesque tient le plus, c'est celle qui s'attaque au financement des partis.
L'anecdote est connue. M. Lévesque, de colère, a cassé une vitre parce que son bureau, parce qu'un entrepreneur lui laissait une enveloppe avec 5 ou 10 000 dedans. Alors, c'est pas vrai que vous êtes libre d'accorder un contrat, etc. Puis, ça, c'est un détail, mais ça peut corrompre tout. Comment vous allez faire des lois à toute liberté d'esprit? Lui, il pensait que ça conditionnait beaucoup de choses. Puis, à l'expérience, je trouve qu'il avait raison. René Lévesque était vraiment un socialiste, là, pas au sens révolutionnaire du terme. C'est un homme qui mettait l'accent sur le rôle de l'État. J'avais demandé une fois, M. Lévesque, vous êtes un partisan de la liberté, vous, parmi les plus convaincus qu'on a au Québec. Comment expliquez-vous que vous n'êtes pas favorable à la liberté d'entreprise, qui est la base de toute autre liberté, si vous n'êtes même pas capable d'acheter des choses, de les fabriquer librement? Comment pouvez-vous prétendre vous aurez la liberté d'expression? Il m'avait répondu, je suis de votre avis, excepté qu'au Québec, nous avons une situation particulière, l'économie est dominée par des étrangers, puis tant qu'on n'aura pas rétabli cet équilibre, je suis obligé d'être plus socialiste. Certains historiens ou analystes ont dit que le gouvernement a trop bien fait sa job, parce que, ce faisant, il a montré qu'il n'était pas nécessaire de faire la souveraineté du Québec. Regardez comme ils sont efficaces, comme ils sont extraordinaires. Ils font la preuve, par leur efficacité, que c'est pas nécessaire de faire l'indépendance du Québec. Ils nous prouvent qu'avec un bon gouvernement, de gens qui nous défendent, il s'apprend des nationalistes à Québec, on est capable de faire des choses incroyables. Tout le monde le dit, je pense, puis sans aucune partisanerie, même les adversaires l'admettent. Le premier mandat, 76-80, a été vraiment très extraordinaire dans sa fécondité de lois franchement assez innovatrices pour l'époque, pour nous autres, puis assez avant-gardistes aussi, puis qui ont fait du bien au Québec. Je demeure convaincu que vraiment cette victoire-là du Parti québécois, elle est due à la loi 22. Donc, à la maladresse de Robert Bourassa, qui n'a pas réussi finalement à trancher la question linguistique d'une façon satisfaisante pour tout le monde, et aussi au fait d'un gouvernement discrédité et désabusé. D'autres disent que le Parti québécois a commis une erreur en adoptant l'étapisme. En fait, le Parti québécois n'aurait jamais dû se faire élire là-dessus. Le Parti québécois aurait dû attendre que les gens soient tellement écœurés des libéraux, fédéralistes, qu'un jour, ils décident de faire le oui en même temps qu'ils voudraient la même affaire. Un oui pour le Parti québécois qui va en même temps dire un oui pour le déclenchement de la souveraineté. L'impact de René Lévesque lui-même, comme leader charismatique, confiant en lui-même, serein, qui donnait une nouvelle image de crédibilité, de chef mature, a joué beaucoup dans cette campagne-là. Puis M. Lévesque avait la force, comme d'autres d'ailleurs. Lui, le pouvoir, là, pour le pouvoir, là, ça ne l'intéressait pas. Alors, ça donne une force, hein? Ça donne une force intérieure. Quand tu dis, ben, s'ils me battent, ils me battront. Ça donne une grande force. Il y avait une connexion très spéciale entre René Lévesque et le peuple. Et le soir du 15 novembre, quand on regarde les films, quand on lit, c'est vraiment une fête, une grande fête collective. C'est une fiesta un peu là, à la mexicaine, avec des pétards dans les rues, des voitures qui circulent avec le fleur-de-lysée qui vole au vent, puis qui, évidemment, s'enivre avec le champagne du pauvre. Tout ce mouvement-là a fait en sorte que les Québécois, on est plus fiers de nous, plus en possession un peu de nos moyens, plus conscients de ce qu'on est capable de faire. Alors, vous savez, la vie, c'est long. L'histoire d'un peuple, c'est long. Alors, ce qu'on aura fait dans 20 ans, ben, c'est ça de gagner. Puis on verra ce que les autres générations feront.